Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation pour cette quatrième webinar et dernier de la journée. Bonjour Corinne, merci de votre présence. Bonjour Romain, bonjour à toutes et tous. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte bien au webinar et on démarrera. Donc, pour rappel, en haut à droite de votre écran, vous avez le chat et les questions. Utilisez bien l'onglet questions pour poser toutes vos questions. Comme ça, on a un seul et même endroit pour pouvoir vous répondre. Je me répète à chaque fois, mais pour les nouveaux aussi, on vous fera bien sûr un doc récapitulatif de toutes les questions que vous aurez pu poser. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur des cas particuliers qui concernent votre entreprise, mais des cas un peu plus généraux. On tâchera pendant cette heure de webinaire de répondre à toutes vos questions. Mais en plus, Corinne prendra le temps de répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, ne vous limitez pas et on répondra avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Eh bien, Corinne, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Dans un premier temps, du coup, je vais laisser vous présenter auprès de nos participants. Donc moi, je suis Corinne Palu, je suis juriste de formation, j'ai 18 ans d'expérience en droit social. Mon activité principale au sein de Coform que j'ai fondé, c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans les instances représentatives du personnel. Et j'ai une autre activité, c'est l'accompagnement des membres du CSE. Voilà. D'accord, super. Donc, vous avez des cas notamment de CSE en restructuration dont vous pourrez nous parler. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, on va commencer par une première question. Alors ça, c'est la dernière. Donc, avant toute chose, Corinne, je vais vous demander qu'est-ce qu'une restructuration? Alors, une restructuration, c'est une opération de gestion qui est décidée par l'employeur. Soit elle est décidée en fonction de la conjoncture. Là, la conjoncture, notamment liée à la crise sanitaire due au Covid, entraîne des baisses de commandes, mais aussi des fortes baisses significatives de chiffre d'affaires. Cette réorganisation de l'entreprise, elle peut être aussi fonction d'une stratégie. Par exemple, une entreprise qui veut être plus compétitive va réduire ses coûts et notamment les coûts de masse salariale, ce qu'on appelle les coûts fixes. Voilà. Et du fait de la crise et du risque sanitaire, certaines entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes ou de réduire partiellement leur activité. Donc, cela a engendré des restructurations avec des compressions d'effectifs. Actuellement, la DARES a recensé du 1er mars au 13 septembre 2020 plus de 394 PSE en France, ce qui a menacé 56 837 emplois. Mais en contrepartie, et c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en 2020, le nombre d'entreprises créées et de TPE ont été créées, a augmenté de 4% en 2020 par rapport à 2019. Donc, ça fait des créations de 848 160 entreprises. C'est des TPE, c'est-à-dire que la majorité des entreprises qui ont été créées ont été créées sous forme d'auto-entrepreneurs. Donc, c'est important pour les membres du CSE que quand ils font des propositions
notamment dans le cadre d'un PSE ou d'une rupture conventionnelle collective, qu'il propose la prise en charge par l'employeur de formation à la création d'entreprise ou d'aide sous forme de capital. Voilà. D'accord. On a une première question là, de Evelyne. Est-ce qu'une restructuration peut être aussi un changement dans l'organigramme? Complètement. Alors, il existe des restructurations qui sont sans compression des effectifs. Par contre, ça supposera que si ce changement d'organigramme et donc d'organisation de plusieurs services entraîne un changement collectif, par définition, ça supposera une consultation du CSE. Très bien. Ma deuxième question, du coup, c'est existe-t-il une procédure de prévention des difficultés économiques en amont des compressions d'effectifs consécutives? Oui, alors effectivement, il y existe une procédure que beaucoup d'élus connaissent, mais qu'ils ont tendance à oublier au moment où ils sont confrontés. C'est la procédure de droit d'alerte économique. Donc, c'est une procédure qui présente l'avantage de de poser des questions sur des faits préoccupants, par exemple baisse de chiffre d'affaires, baisse de commandes effectives. Et, et l'avantage, c'est qu'ils ils peuvent se faire assister d'un expert comptable pour évaluer les difficultés financières de l'entreprise et ensuite faire des propositions au vu du rapport pour pouvoir négocier au mieux des avantages liés à un PSE ou un PDV. D'accord. Donc, le rôle du CSE, c'est aussi d'anticiper ces difficultés en échangeant notamment avec la direction? Tout à fait. Alors, il est arrivé dans la région Occitanie d'un client dont je me suis occupée où effectivement il y avait un PDV proposé d'emblée et effectivement sur mes conseils ils ont fait appel à un expert comptable et le PDV s'est fait mais les délégués syndicaux ont pu négocier différemment et avoir une vue d'ensemble de la situation financière pour ensuite faire des propositions. D'accord. OK. Est-ce que le CSE, du coup, doit être consulté dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise? Oui, alors le CSE a une compétence générale, c'est-à-dire que pour toutes les questions, il est consulté pour toutes les questions relatives à la gestion, l'organisation. Par exemple, dans le cas cité de l'exemple de la question qui a été posée, quand il y a une réorganisation, et le CSE est consulté de manière générale, dans ses compétences générales, mais aussi pour toutes les mesures qui ont attrait qui affectent le volume et la structure des effectifs. Ça, c'est des compétences générales. Et ensuite, il y a des compétences où les consultations sont plus ponctuelles. Donc là, par exemple, quand il y a un projet de restructuration avec compression des effectifs, là, le Code du travail impose que le CSE donne un avis sur le projet, sur les raisons de ce projet et sur les conséquences financières, économiques. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'analyser les conséquences organisationnelles post-restructuration. Est-ce que les effectifs vont suffire pour pouvoir produire si les commandes reprennent? Ça, c'est Mmh. très important. Et ensuite, il faut pas perdre à l'esprit que les élus n'ont qu'un mois pour se positionner et donner leur avis à partir du moment où on leur donne des informations écrites. Donc le temps est vraiment très court. Et ensuite, s'ils ne donnent pas cet avis dans le délai d'un mois, l'avis est négatif.
Et ensuite, autre cas de consultation dans le cadre d'une restructuration, s'il y a vraiment un projet de licenciement économique, quel que soit, à partir du moment où il y a au moins 2 salariés concernés, le CSE est consulté. Alors, c'était une question d'Evelyne, justement. S'il n'y a pas de changement de collectif, mais juste un changement concernant 2 ou 3 salariés, est-ce que c'est considéré comme une restructuration et est-ce que le CSE doit être informé? Oui, quand il y a au moins 2 salariés concernés, le CSE doit être informé et consulté. Il doit demander, le secrétaire peut mettre à l'ordre du jour ce cas de consultation et il doit demander les raisons et les conséquences. D'accord. J'ai Jean-Bernard qui demande du coup quand justement ils sont dans ce mois entre la réception de l'information et le rendu de l'avis, qu'est-ce que doit faire le CSE? Quelles sont les marches à suivre? Donc peut-être se faire accompagner, comme vous disiez, ou... Oui, alors effectivement, dans le cadre d'une restructuration pure, il n'y a pas de possibilité, dans la mesure où c'est pas un PSE, il n'y a pas de possibilité de recours à expert payé par l'employeur. Par contre, le CSE peut avoir recours à un expert comptable auquel est associé dans son équipe des juristes aussi. Et là, à ce moment-là, le CSE peut, sur son budget de fonctionnement, prendre l'assistance d'un expert comptable. D'accord. Donc là, votre recommandation, c'est sur les sujets de PSE, notamment, de se faire accompagner par un expert pour être aidé dans ces problématiques-là. Tout à fait. Expert et avocat aussi, hein, D'accord. les 2. Ok. Florent qui dit qu'on parle souvent de consultation de CSE, mais lorsque le CSE n'est pas d'accord avec des décisions prises, quels sont ces leviers pour faire opposition ou faire valoir ses droits? Est-ce que c'est simplement de la consultation et au final, bah, c'est l'employeur qui a le dernier mot, notamment dans le choix de réorientation d'entreprise? Ou est-ce que le CSE a un pouvoir plus important que simplement consultatif? Alors le CSE a un pouvoir consultatif, mais dans les faits, même si, quand j'ai vu une fermeture d'entreprise notamment, où il y avait, un délégué syndical et des membres du CSE, les élus sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils font des propositions. Effectivement, elles peuvent ne pas être retenues. Mmh. Par contre, dans le cadre d'un PSE qui serait, qui ne contiendrait pas ces 2 mesures, de reclassement, déjà c'est premier conseil, contacter la directe qui, elle, valide le PSE. Et ensuite, deuxièmement, il y a des moyens de recours en justice pour contester un PSE qui est carencé, c'est-à-dire auquel il manque des aides ou des mesures de reclassement. Voilà. D'accord. Dans le cas de Marianne, il y a plusieurs créations de nouveaux services au sein de la société. Est-ce que cela impose d'être informé, consulté à chaque fois? Est-ce qu'il y a des... Oui, tout à fait. En fait, c'est le même cas qu'une modification d'organigramme. Lors de la création de service, en amont de cette création, et non pas lorsqu'elle est réalisée, le CSE doit être consulté. D'accord. Et à quel moment de la création de ce projet? Dès l'instant, la jurisprudence dit que dès l'instant que le projet il est défini Mhm. et il est suffisamment défini, euh, il, euh, le CSE doit être consulté. D'accord. Ça marche. Du coup, si je prends un exemple, peut-être pour les plus petites sociétés,
Il n'y a pas de département marketing, par exemple. L'entreprise décide de mettre en place un nouveau département. Le CSE doit être consulté pour la mise en place de ce nouveau service. C'est ça. Ok, très clair. Une question de Yves. Quand la direction décide de changer de poste plusieurs employés, de poste de plusieurs employés, par exemple du technicien vers le commerce, sous le motif de promotion, est-ce que le CSE doit être consulté? Est-ce que l'employé peut-il refuser? Comment ça marche pour le salarié et le CSE sur ce type de réorientation? Là, ça, c'est de la mobilité professionnelle. Donc, ça dépend si cette mobilité, elle est inclue dans un accord de gestion prévisionnel des emplois ou non. Donc là, ça demanderait à être précisé, quoi, dans une D'accord. ultérieurement. Là, je pourrais l'énoncer, mais après, D'accord. parce que c'est Baptiste qui demande que vaut l'avis du coup du CSE en cas d'avis défavorable. Est-ce que ça peut bloquer un projet de restructuration? non, ça ne le bloque pas. Par contre, en amont, si un CSE n'a pas suffisamment d'informations sur ce projet de restructuration, il peut saisir le tribunal pour demander des informations complémentaires et ça retarde du coup la restructuration elle-même. D'accord, très clair. Une autre question du coup, quelles sont les conséquences de ces réorganisations? Alors, il peut y avoir 4 conséquences différentes. Il peut y avoir des licenciements économiques de moins de 10 salariés. Il peut y avoir l'établissement obligatoire d'un PSE à partir de 10 salariés sous 30 jours, 10 salariés ou plus. Ou alors, il y a une proposition, il y a eu pas mal de propositions aussi de ce qu'on appelle un plan de départ volontaire qui est autonome, c'est-à-dire qu'il est séparé il n'est pas intégré dans un PSE. Et quatrième possibilité aussi conséquence, c'est la négociation de ce qu'on appelle une rupture conventionnelle collective, qui est une nouveauté des ordonnances Macron. Voilà. D'accord. Et du coup, quel est le rôle du CSE dans ces quatre, conséquences? Alors, dans la première conséquence, quand il y a un licenciement économique individuel, comme c'est individuel, le CSE n'a pas à être consulté, sauf si la convention collective le prévoit, par exception. Et par contre, si vous voyez si un membre du CSE voit qu'il y a une réorganisation qui intègre un salarié, le CSE demandera, en mettant à l'ordre du jour ce point-là, demandera à être consulté sur ce projet de réorganisation qui intègre le licenciement d'un salarié. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, quand c'est un licenciement de moins de 10 salariés, là, les représentants du personnel doivent être consultés sur ce projet de licenciement de moins de 10 salariés. C'est le législateur qui a prévu toutes les informations qu'on doit leur communiquer, notamment les critères qui fixent l'ordre des licenciements, comme la charge de famille, c'est-à-dire que les gens qui ont plus d'enfants seront moins enclins d'être licenciés. Je voulais rajouter une chose, c'est qu'il y a une nouveauté par rapport à l'ordonnance du 22 septembre 2017 qu'il faut vraiment intégrer, c'est-à-dire que le CSE, on doit lui fournir à présent des informations sur les conséquences du licenciement, sur les conditions de travail. Ça, c'est une nouveauté des ordonnances. Et ça, c'est important parce que quand il y a un projet de restructuration, même si le projet est pertinent au vu de la perte du chiffre d'affaires, il faut vraiment savoir
quelles sont les incidences sur les conditions de travail post-restructuration. Parce que souvent, l'employeur ne le donne pas ou ne l'envisage pas parce que la décision, pour lui, est à court terme. Voilà. Ensuite, là, le rôle par rapport à un licenciement de moins de 10, enfin, de moins de 10 salariés, le CSE veillera à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour les salariés qui sont supprimés, dont les postes sont supprimés. C'est-à-dire veillera à ce qu'il y a des reclassements internes, externes, et donc ou des aides à la que soit proposées des aides à la prise en charge de formation de reconversion. Ça, c'est très important, quoi, que la personne elle puisse rebondir suite à ce licenciement. Ensuite, troisième cas, quand il y a un PSE, là, le CSE, il sera consulté sur l'opération en elle-même projetée et sur ses conséquences. Il y aura 2 avis et non pas un, comme dans le cas d'une restructuration, sauf si, et ça vous avez dû en entendre parler dans la presse, sauf si un accord est négocié par les syndicats qui sont majoritaires, qui ont obtenu plus de 50%, auquel cas le CSE ne sera pas consulté, il sera qu'informé sur les mesures, et c'est le CSE qui va quand même proposer en parallèle des négociations, qui va faire des propositions. Donc là, comme vous pouvez le voir, le PSE, il peut prendre 2 formes, soit une décision unilatérale. Là, les membres du CSE ont tout un gros rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils doivent contrôler effectivement dans le projet de licenciement de PSE si son contenu, apprécier si les mesures aussi, les aides apportées aux salariés concernés sont suffisantes par rapport aux moyennes de l'entreprise, mais aussi du groupe. Et ensuite, quand par contre, à l'inverse, le PSE est mis en place dans le cadre d'un accord d'entreprise majoritaire, là, le CSE aura un rôle plus limité, mais il ne faut pas non plus penser que les membres du CE ne peuvent pas apporter de propositions aux négociateurs, puisque certains eux-mêmes sont délégués syndicaux. Voilà, et ensuite, dans le cadre d'un plan de départ volontaire, donc là, il y a 2 hypothèses. Soit le plan de départ volontaire, il est en amont et est intégré dans un PSE. Et donc, dans une première phase, l'employeur fait appel à volontariat pour limiter le nombre de licenciements contraints. Dans ce cadre-là, il y a effectivement du coup, le PDV a un motif économique et l'employeur est obligé de consulter les membres du CSE. Là, pareil, deux choses à vérifier, que le PSE qui contient un PDV a toutes les mesures qui sont prescrites par la loi, recours à un cabinet d'outplacement. Les membres du CE, il faut être vigilant par rapport au choix de ce cabinet de haut placement. Il faut qu'il soit performant, voilà. Ensuite, il faut que les mesures qui sont mises en place soient pertinentes au regard des moyens, mais moyennes de l'entreprise, mais aussi du groupe. Parce qu'on a vu dans la pratique que certains groupes avaient des finances, mais l'entreprise était contrainte de restructurer alors que le groupe faisait des bénéfices. Voilà, il faut aussi penser que dans le cadre d'un PDV
intégrer dans le PSE, ne pas négliger de solliciter la directe pour demander, pour que la direction du travail pour demander des demandes d'amélioration de ces mesures, puisque la directe va contrôler le contenu du PSE. Mais les membres du CSE sont dans l'entreprise et connaissent effectivement les besoins qu'ont les salariés. Voilà, donc ça c'était la première hypothèse, quand le PDV est intégré dans le PSE. Et ensuite, on a une deuxième hypothèse, quand le PDV, on appelle ça, est autonome, c'est-à-dire il peut être proposé soit en dehors des difficultés économiques, de manière séparée, ou avec pour des motifs économiques, mais séparé d'un PSE, non intégré. À ce moment-là, il faut faire très attention parce que l'employeur n'est pas obligé dans un PDV autonome de proposer un plat de reclassement interne et il n'est pas soumis à l'obligation de proposer des critères de l'ordre des licenciements. C'est-à-dire que là, il va proposer des critères pour départager les candidats volontaires. Et là, il faut effectivement voir, bien analyser au niveau du CSE ces critères-là, pas qu'ils soient pour que les départs ne soient pas ciblés. Voilà. Une chose aussi qui est très importante dans un PSE, c'est que, à savoir pour les salariés concernés, c'est qu'ils ont une priorité de rembauchage qui a été admis depuis 2005. Parce qu'un PDV autonome, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas réglementé par le Code du travail, alors qu'un PSE est très complet, très encadré par une procédure. Dans le cadre d'un PDV, effectivement, il y aura un accord d'entreprise qui viendra aussi fixer le contenu du PDV. Et le CSE sera consulté sur les mesures de ce PDV. Donc là aussi, et sur le contenu. Voilà, et ce PDV sera quand même soumis à l'homologation de la directe, mais ce n'est pas une validation, c'est qu'une homologation. Voilà. Et ensuite, il y a un nouveau dispositif que sont les ruptures conventionnelles collectives. Donc là, c'est les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui les ont introduites. Elles vont remplacer, ces ruptures conventionnelles collectives vont remplacer un PDV, puisqu'elles sont mises en place que dans le cadre d'un accord d'entreprise. L'accord d'entreprise, c'est lui qui va fixer les conditions de l'information consultation du CSE. Là, on ne parlera pas de consultation, excusez-moi, mais on parlera d'information. Et par contre, il faut savoir que même si c'est des syndicats qui négocient cet accord d'entreprise, une rupture conventionnelle collective peut être négociée par des élus qui soient soit mandatés, des élus titulaires, soit mandatés par un syndicat, auquel cas il faudra qu'ils soient soumis à référendum, soit non mandatés par un syndicat, et auquel cas, pour être valide, l'accord doit effectivement être signé par des représentants du personnel qui sont qui ont été majoritairement élus. Voilà, donc c'est l'accord quand même qui définit les prérogatives du CSE. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que avant la crise de Covid, une rupture conventionnelle collective a déjà eu lieu à Peugeot en 2018, où il y a eu 1300 départs volontaires sécurisés dans le cadre de cette rupture conventionnelle collective, dont 900 personnes en pré-retraite.
Et en contrepartie, il y a eu 1300 embauches en CDI, 200 embauches en emploi jeune et 900 congés seniors. Donc, ce qui prouve que les syndicats majoritaires, là, en l'occurrence, ont négocié un accord équilibré, on va dire, puisque c'était donnant-donnant. Autre petite remarque que j'ai pu voir cet été en 2020, enfin l'été dernier, en Occitanie, il peut arriver que il y ait que les élus négocient, ou les délégués syndicaux, selon le cas, ou proposent, que soit prise en charge par l'employeur des trimestres de cotisation, que les salariés qui sont volontaires au départ puissent partir 3 ou 5 ans avant la retraite. Alors, ça peut être soit des rachats de cotisations. Là, dans le cas présent, c'était un maintien de rémunération sous forme de rente pendant 3 ans avant la pré-retraite, ce qui peut aider certains salariés au départ. Par contre, c'est vrai qu'il faut voir quelles vont être les embauches corrélatives à ces postes. Voilà. Ok. Une question de Pierre Michel. Du coup, en l'absence de représentants syndicaux, est-ce que le CSE peut négocier un accord d'entreprise? Oui. Alors, un accord d'entreprise peut toujours être négocié par les élus titulaires et non pas suppléants, titulaires. Alors, soit, comme je le disais tout à l'heure, vous avez deux possibilités. Soit les élus titulaires vont adhérer à un syndicat et il y aura un mandat qui sera délivré, c'est-à-dire un document qui les autorisera à signer un accord d'entreprise. Auquel cas, il faudra quand même que cet accord, dans ce cas-là, soit validé par un référendum, c'est-à-dire un vote de tous les salariés. Et si tous les salariés, ou 50% d'entre eux en tous les cas, valident l'accord, il sera valable. Deuxième hypothèse, un élu ne veut pas être syndiqué, ou plusieurs élus en tous les cas ne veulent pas être syndiqués. Ce sont des élus titulaires du CSE. Ils peuvent conclure et demander à participer à un accord d'entreprise. Ils peuvent le solliciter dès l'instant que soit l'employeur leur demande, soit eux peuvent le demander. Et auquel cas, l'accord sera valide si ils sont majoritaires, mais au niveau des élections, s'ils ont eu un plus grand nombre de voix aux élections. Ok, très clair. Une question de Stéphane. Quel tribunal peut saisir le CSE dans le cas des restructurations? Alors, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont les élus qui peuvent saisir, par exemple, le tribunal de grande instance, ce qu'on appelle maintenant le tribunal judiciaire, pour effectivement, par exemple, demander des informations complémentaires et saisir le président du tribunal judiciaire pour demander des informations en complément de la restructuration et en amont de la restructuration, pour pouvoir formuler un avis, quoi, à bon escient. Ok. Une question de Camille. Comment accompagner les salariés dans le cas d'un spin-off? La société va disparaître pour être divisée en 2 nouvelles entités. Là, il est préférable de prendre un contact plutôt avec un avocat ou un service juridique. Mhm. Et pour ensuite, et deuxièmement, il faut vraiment voir analyser les incidences de cette scission sur les aspects économiques, mais aussi sur l'existence du CSE, parce que dans certains cas, ça peut remettre en cause le mandat des élus.
J'ai une question à ce sujet-là de Lise qui dit que la holding dont elle fait partie va être rachetée et l'acquéreur n'a pas de unité économique et sociale. Est-ce que le CSE restera-t-il en vigueur? Euh, Si c'est une holding, là, il faudra voir le montage juridique, en fait. Là, on ne peut pas se prononcer sur. Parce que si, par exemple, la holding garde son entité juridique, effectivement, le mandat des élus peuvent continuer. Si, par contre, la holding ne perd son entité juridique, et donc est fondue dans une autre structure, là, il y a perte des élus du CSE, enfin du mandat. Ok. Une question de Florent sur notamment pour prévenir la santé financière de l'entreprise. À quelle fréquence le CSE doit être mis au courant des finances de l'entreprise et quels sont les indices à surveiller? Alors, ça dépend si les cas de consultation ont été prévus dans un accord d'entreprise. Parce que dans un accord d'entreprise, on peut prévoir la périodicité jusqu'à 3 ans. Par contre, dans les autres cas, si ce n'est pas prévu dans un accord d'entreprise, la consultation sur la situation économique et financière doit être annuelle, puisque les élus sont en veille économique et doivent chaque année être consultés. Au niveau des indicateurs économiques, il faut surveiller effectivement si le chiffre d'affaires prévisionnel est atteint ou pas durant l'année, et aussi l'état d'endettement de l'entreprise, puisque la loi prévoit effectivement que toutes ces données comptables soient communiquées dans le cadre d'une BDES et l'endettement de l'entreprise est mentionné. Ok, très clair. Et une dernière question de Lise qui demande en cas de rachat de société, est-ce que le CSE peut demander un rendez-vous avec le nouveau DRH de la structure, notamment peut-être pour prévenir effectivement le post-opération? Oui, ça se fait en pratique. Alors, ce qui est bien de faire, puisque après ça sera mis dans le procès-verbal de réunion plénière, c'est que de demander que la secrétaire du CSE demande à ce qu'une personne, et notamment la DRH de la nouvelle société, intervienne dans le cadre d'une réunion plénière en qualité d'invité, pour qu'elle explicite effectivement les, euh, les avantages de la nouvelle par rapport à l'ancienne, ou les avantages moindres, on va dire. Mhm. Ok. Est-ce que je crois qu'on a fait le tour des questions, en tout cas, il me semble, sur le chat. Écoutez, Corinne, merci. Je crois qu'on arrive du coup au bout de ce webinaire. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur le rôle du CSE en cas de restructuration. Je vais laisser le chat et les questions ouvertes pendant quelques minutes pour vous laisser le temps de poser un maximum de questions sur lesquelles vous souhaitez que Corinne vous réponde. Corinne, un grand merci en tout cas pour votre Avec disponibilité plaisir. et le temps que vous avez consacré à nos participants. Et on se donnera l'occasion potentiellement d'échanger ensemble lors d'une prochaine journée du CSE. D'accord, avec plaisir. Pour les participants, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et à l'ensemble de la journée. J'espère qu'elle a répondu à un maximum de vos interrogations. Vous retrouverez les replays sur notre page LinkedIn, la journée du CSE, et sur notre site internet, la journée du CSE.com. Et nous tâcherons aussi également de vous envoyer un récapitulatif sur l'ensemble des questions que vous avez pu poser sur les 4 CSE d'ici le début de semaine prochaine.
Merci beaucoup à tous. Merci Corinne. Et puis encore une très belle année 2021. Et à très bientôt pour une nouvelle journée du CSE. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.